Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. À force de m'entendre chaque lundi, vous commencez à me connaître. Je peux donc tranquillement vous faire part d'un regret dans mon parcours au milieu des livres. J'aurais adoré, mais vraiment, être libraire BD. C'était même mon plan quand j'ai fait mes premiers pas dans le métier. Mais comme rien, jamais ne se passe comme prévu, j'ai dû me contenter d'en lire le plus possible et d'aller de temps en temps au salon d'Angoulême. Maigre consolation. J'ai quand même eu la chance d'organiser quelques rencontres avec des auteurs et des autrices de bande dessinée, dont une avec notre invité il y a une dizaine d'années, à l'occasion de la sortie de sa BD Le Fantôme Arménien, coécrite avec Laure Marchand et Guillaume Perrier, et illustrée par ses soins. Histoire, mémoire, politique, autant de thèmes chers à mon cœur, que l'on retrouve dans son nouveau livre, Toute la beauté du monde, aux éditions Futuropolis. En 3 phrases de l'Iliade, par exemple, il peut y avoir des descriptions qui évoquent dans l'imaginaire des choses absolument extraordinaires, beaucoup plus que des images de synthèse dans un film de James Cameron, quoi. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Thomas Azuelos. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content de te recevoir, alors à plusieurs titres. Je suis très content de te recevoir parce que d'une part, évidemment, j'aime beaucoup ton travail que je suis depuis largement quelques années et que je suis par ailleurs très content de faire enfin un épisode sur de la bande dessinée. Tu es normalement, je crois, mon 8e invité et jusqu'à présent, on l'avait évoqué à la marge, mais jamais au cœur d'un épisode. Donc, je suis vraiment content que ce soit enfin le cas et particulièrement heureux que ce soit avec toi parce que je pense que ton travail se nourrit pas mal des livres, ce que j'ai pu voir un petit peu dans la liste que tu m'as envoyée, et que par ailleurs, ta dernière bande dessinée, qui s'appelle donc Toute la beauté du monde et qu'on évoquera la semaine prochaine, me semble riche, là aussi, en perspective de conversation entre nous. Pour ce premier entretien, on va pas tout à fait aborder tes lectures personnelles, mais on va aborder tes lectures hors bande dessinée. Et la semaine prochaine, on parlera de tes lectures liées directement à la bande dessinée. C'est un tout petit peu différent du conducteur habituel, mais c'était un angle qui me semblait plus intéressant pour parler des livres qui ont marqué ton parcours. Alors, comme chaque semaine, on va commencer par la citation de l'invitée précédente. Notre invitée précédente, c'était Mathilde Larère, qui est historienne, qui travaille particulièrement sur le féminisme et sur les mouvements sociaux. Et dans la citation marquante donc liée au livre et sur son parcours, elle nous a proposé une citation de Simone de Beauvoir, qui dit, je cite, « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devez rester vigilante votre vie durant. » Et je trouve qu'au moment où elle m'indique ça, on ne savait pas, évidemment, elle ne sait pas qui va être mon invité suivant, mais il se trouve que dans ta dernière bande dessinée, tu mets en scène des personnages de femmes fortes qui se battent pour leurs droits dans une période historique plus que compliquée. Donc j'ai trouvé là un écho assez évident. Alors, dans Toute la beauté du monde, il y a un groupe de femmes qui est ce qu'on a appelé les transbordeuses d'orange à Cerbère, parce que ces femmes-là assuraient le transport d'orange des trains espagnols aux trains français. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elles ont une tradition de lutte assez forte. En tout cas, elles ont connu une grande grève, elles ont mené une grande grève 30 ans avant l'histoire de Toute la beauté du monde. Une grande grève au cours de laquelle elles se sont couchées sur les rails pour empêcher les trains d'entrer en gare. Et même si elles n'ont pas obtenu beaucoup de résultats sur concernant leurs revendications, leur grève a marqué les esprits de la région et d'une époque, parce qu'elles ont fait partie des premières femmes en grève à une époque où les femmes n'avaient le droit de travailler que avec l'autorisation de leur mari, puisqu'on était à l'époque du Code Napoléon. Et donc, elles avaient encore moins le droit de se syndiquer. Elles étaient considérées comme des mineurs au regard de la loi. Voilà. Pour moi, c'était très important de me référer à ces personnages-là, enfin, d'utiliser
des femmes issues du groupe des transbordeuses d'Orange, si on peut dire, du groupe ouvrier des transbordeuses d'Orange, parce que je voulais justement un groupe de femmes qui ait une tradition de détermination et une tradition d'esprit collectif, de lutte, pour en faire dans mon histoire, qui est une fiction dans toute la beauté du monde, mais pour en faire un groupe de résistantes qui continuent à résister malgré en Espagne la victoire de Franco et la montée des fascismes en Europe. Merci. Effectivement, on voit que cette dimension est présente dans toute la beauté du monde, mais c'est vrai aussi, on en parlera la semaine prochaine, on le retrouve dans plusieurs autres de tes œuvres. On repart sur un fil que j'imagine un peu plus chronologique, puisque donc là, je te propose de commencer par nous parler peut-être de Pierre et le Loup. J'ai supposé, avec la liste que tu m'as envoyée, j'ai supposé que c'était peut-être une des premières choses que tu avais lues ou un de tes premiers souvenirs de lecture, et là pour le coup de lecture et sûrement d'écoute, en lien aussi peut-être avec l'histoire du soldat que tu me cites également. Tu précises en plus que c'est dit par Jean Cocteau. Peut-être que tu peux commencer par nous présenter ces deux livres et ce qu'ils évoquent pour toi. Alors, Pierre et le Loup, dit par Gérard Philippe, et l'histoire du soldat, dit par Jean Cocteau, ça fait effectivement partie de mes récits d'enfance, disons des récits d'enfance que j'ai gardés avec le temps, que j'ai continué à écouter et à faire écouter ou à lire à mes enfants. C'est un petit peu comme les contes de Grimm. Pour moi, ça fait partie des histoires pour enfants qui contiennent une profondeur et une noirceur, si je puis dire, en tout cas qui parlent d'enjeux très forts, d'enjeux de vie et de mort. Là, je parle de Pierre et le Loup, plus précisément. Et comme dans les contes de Grimm, il y a vraiment l'aspect dramatique et pas du tout édulcoré. On est vraiment loin de Disney. On est loin du Pierre et le Loup de Disney, par exemple, du court-métrage de Disney. On est vraiment non seulement dans une histoire qui est assez dramatique, on est aussi dans une histoire de désobéissance du petit Pierre par rapport aux ordres de son grand-père. Puisque le petit Pierre est censé ne pas s'éloigner de la maison et craindre le loup. Et en fait, ce héros, qui ressemble un petit peu à Pinocchio, est un petit garçon qui est à la fois courageux, mais qui est aussi désobéissant et très, je sais pas comment dire, je sais pas si arrogant est le mot juste, mais en tout cas, qui a une sorte d'énergie solaire qui peut aussi être considérée comme arrogante, mais il défie le loup et il est lui-même assez monstrueux dans l'histoire. Il est assez, on dirait un petit ogre. Et finalement, le loup, à la fin de l'histoire, est une bête, est est un petit peu la victime de l'histoire. Donc, tout ça pour dire que ce soit l'histoire du soldat ou Pierre et le loup, c'est vraiment des histoires pour enfants, mais qui contiennent, comme les contes de Grimm, mais qui contiennent pas une morale en vue d'éduquer l'enfant pour respecter les ordres des adultes, les ordres de la société, de l'ordre social, mais des leçons de vie ou des leçons de courage, des leçons de danger et des messages cachés que je ne suis pas du tout sûr d'avoir élucidés, mais en tout cas des histoires assez obscures et assez complexes et assez dramatiques. Oui, et qui contiennent un peu plus, voire même beaucoup plus que simplement l'histoire qu'elles prétendent raconter. Elles ont une dimension qui va au-delà. Ces deux, du coup, c'est quand même deux albums qui sont faits pour être mis en musique et écoutés. Des albums, je sais pas comment on l'explique. Enfin, c'est des livres sonores. Enfin, c'est des œuvres sonores en plus d'être des livres, Des pièces des pièces. musicales. Ouais, ouais. Et
c'est étonnant, entre guillemets, d'en trouver, que tu en indiques deux là comme ça. Tu as un rapport particulier aussi avec la musique ou la musique liée au livre ou la mise en son des mots, etc. Il y a quelque chose qui te parle plus spécifiquement là-dedans? J'ai un lien avec la musique. J'ai pas de lien direct. Moi, je suis pas musicien. Je suis très amateur de musique et assez amateur de musique narrative. Globalement, c'est vraiment l'idée de la dramaturgie qui m'intéresse et quand il y a une pièce musicale où la musique est au service de la d'une dramaturgie, d'une narration, ça, voilà, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup. Dans les livres répertoires, je ne sais plus si tu as employé ce mot ou pas, mais dans les livres qui sont voilà, des répertoires de situations et de façons d'appréhender la vie, etc., comme tu nous as un petit peu décrit ces livres précédents, euh, on pourrait aussi insérer dans les livres que tu as suggérés l'Iliade et l'Odyssée, qui sont des, je sais pas, c'est le mot exact, qui sont au-delà de classiques. Je pense que c'est des livres qui ont marqué des générations de lecteurs et de lectrices depuis plusieurs milliers d'années, on pourrait dire. C'est un peu bête présenté comme ça, mais Mm. c'est quoi, toi, ton au-delà de l'histoire qu'on connaît, qu'on croit connaître, et de tous les sous-ensembles, du coup, qu'on connaît moins, mais c'est quoi ton Iliade et ton Odyssée, ta mythologie à toi? Ça fonctionne comment? Mon Iliade et mon Odyssée. Alors, c'est donc il y a plusieurs manières d'approcher l'Iliade et l'Odyssée. Le premier niveau, c'est vraiment en tant que grand classique, en tant que modèle de narration, en tant que récit choral à plusieurs personnages. En tout cas pour l'Iliade, parce que l'Iliade et l'Odyssée étant totalement différents, certainement dû à des auteurs différents. En tout cas, leur forme de récit et leur forme littéraire est très différente. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, alors pour l'Iliade, c'est le parallèle entre le monde des dieux et le monde des humains. Je trouve assez extraordinaire que la part qui devrait être métaphysique, alors bon, on va pas du tout parler de mystique parce que là on est vraiment on est vraiment dans autre chose dans la mythologie grecque, mais en tout cas la part qui devrait transcender les bassesses humaines, donc la part des dieux, soit pleine de rebondissements et pleine de mesquinerie et pleine de tromperie et pleine de fourberie, de trahison. Et je trouve assez extraordinaire la manière dont le drame des hommes et les mesquineries des dieux s'entremêlent. C'est pour ça qu'à mon avis, c'était une grosse erreur de supprimer le monde des dieux, par exemple dans un film comme Troie, à mon avis, n'a pas beaucoup d'intérêt justement parce qu'on a enlevé cette partie-là, qui, ceci dit, doit être difficile, la part des dieux qui doit être très difficile à représenter au cinéma. Mais voilà, c'est principalement ça. Et c'est vraiment un réseau d'histoires entrecroisées. Il m'est arrivé de raconter des passages à mes enfants. Et c'est vraiment, en fait, c'est absolument haletant la manière dont des actions dont, par exemple, Achille et Hector se battent dans le lit d'une rivière et se déchaînent autour d'eux les dieux qui en profitent pour se bagarrer entre eux, pour libérer des forces extraordinaires et le combat, c'est à la fois le combat de deux personnes et en même temps ça devient un combat complètement cosmique. Donc voilà, c'est ces différents niveaux de comment dire, on est à la fois on est à la fois dans le très bassement sentimental, dans des histoires d'ego, d'orgueil, de fierté, d'amour charnel, enfin on va dire de désir, voire même pornographique, même quand il s'agit des dieux, à savoir de Zeus. Et puis, en même temps, avec des niveaux de transcendance ou des niveaux de noblesse, de lyrisme, on va dire. Et, euh, et ça en fait un récit qui a plusieurs couleurs qui sont juxtaposées de manière totalement étonnante. Et beaucoup plus intéressante, je conclus, beaucoup plus intéressante
que une représentation avec des effets spéciaux on va dire à l'américaine, c'est-à-dire que en 3 phrases de l'Iliade, par exemple, il peut y avoir des descriptions qui évoquent dans l'imaginaire des choses absolument extraordinaires, beaucoup plus que des images de synthèse dans un film de James Cameron, quoi. Et une fois que les choses ont été mises en image ou tentées d'être mises en image par le cinéma, elles perdent, si je suis ce que tu dis, hein, elles perdent en partie la puissance d'évocation qu'il peut y avoir dans cette œuvre-là, mais je pense que ça vaut pour beaucoup d'autres, et, euh, et d'évocation et la poésie que ça peut contenir et la part du lecteur qui va qui va se les imaginer. Du coup, je fais un petit bond en avant par rapport à ce que j'ai dit il y a 10 minutes, mais est-ce que, parce que tu as fait quand même quelques adaptations ou des mises en image de récits d'autres personnes, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as en tête, toi, dans ton travail, dans ton travail, vraiment, la partie de dessinateur, l'écart entre ce qui a été écrit, la poésie, ce que ça contient, et qu'est-ce qui peut ou ne peut pas être mis en image? Alors, l'adaptation, c'est quelque chose qui m'intéresse pas beaucoup, à vrai dire. Je l'ai fait principalement, enfin, je l'ai fait avec un roman égyptien qui s'appelle Le Oui. Comité El Lajna de Sounala Ibrahim, un roman égyptien, et euh, j'ai mis des années à le faire. Enfin, c'est un roman qui m'a marqué pour d'autres raisons aussi, pour des raisons personnelles, parce que c'est un roman qui a accompagné mon premier séjour un petit peu plus long en Égypte. Mhm. Et donc ça fait partie, disons, de mes clés de compréhension de la société égyptienne et des questions politiques en Égypte. Voilà, c'était dans ce roman-là ou dans d'autres romans du même écrivain. Donc j'avais vraiment à cœur d'adapter ce roman-là pour ça. Mais j'ai mis des années à le faire et c'est vraiment le mécanisme interne, c'est vraiment, on pourrait dire presque une mécanique kafkaïenne, un petit peu le mécanisme de ce roman-là que j'avais envie d'adapter en ne respectant pas du tout la lettre pour mieux pouvoir servir l'esprit du roman. Donc, c'est pas a priori quelque chose que j'ai envie de refaire, si ce n'est à certaines occasions très précises, comme là maintenant, par exemple, je travaille avec Aurélien Ducoudray. On travaille à l'adaptation d'un petit roman de Curcio Malaparte, Mhm. donc l'écrivain italien. Et en fait, l'adaptation nous a paru possible parce que le roman est très court, c'est plus une nouvelle qu'un roman, et qu'il est en quelque sorte inachevé. En tout cas, il est paru à titre posthume et il devait être au départ, ça devait être un scénario de film, puis ensuite il l'a repris sous forme de nouvelle littéraire, mais on sent que, on sent que la rédaction de la nouvelle n'est pas achevée de la même manière à toutes les pages, ce qui fait que c'est une nouvelle qui est pleine de trous, qui est pleine de et qui permet la place d'un scénariste, à savoir Aurélien, et qui permet l'interprétation d'un dessinateur, à savoir moi. Et ça, c'est assez rare et assez exceptionnel de pouvoir trouver un texte qui soit à la fois très évocateur et inspirant, et qui en même temps laisse la place, laisse une grande place à l'interprétation. S'il n'y a pas cette place-là, si le récit est parfait, comme l'est pour moi, comme le sont pour moi l'Iliade et l'Odyssée ou Moby Dick ou des grands récits comme ça, je vois pas du tout l'intérêt de les adapter. Parce que ça ne laisse pas pour toi la place, la dimension artistique de celui ou celle qui va en faire une adaptation. Et il y a ça, et puis il y a le fait que si j'ai le sentiment que le roman a tout dit, à quoi bon en faire autre chose? Bien sûr. Je comprends. Du coup, bah, ça me fait un petit peu sauter là, dans la liste, mais je voulais que tu nous parles un petit peu du livre de Jean-Patrick Manchette qui s'appelle Odingo au château.
parce que tu me l'as indiqué, que donc là on fait un grand bond dans les styles, mais et je me suis de suite posé la question si de quel regard tu portais justement, j'y reviens, pardon, hein, sur l'adaptation qui a été faite par Tardy du roman, et voir si toi, là, dans ta tête, c'est uniquement le roman ou si tu y es arrivé peut-être par la bande dessinée ou l'inverse. Comment ça s'articule, s'il y a un lien entre ces deux dimensions-là, ou si tu parles simplement du roman quand tu l'évoques. Non, j'y suis pas arrivé par la BD de Tardy. Moi, j'ai vraiment dévoré tous les romans de Manchette. Et c'est vraiment son écriture et son univers noir qui m'a attiré. Ce que finalement je ne retrouve pas vraiment dans les adaptations de Tardy, celle-là ou les autres qu'il a pu faire. J'ai trouvé ça assez curieux. Autant je suis un très 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 grand fan de Tardy, en plus d'être un fan de Manchette, mais pour moi le rapprochement entre les deux est étonnant et pour moi ne marche pas. Enfin, tout simplement, il y a tout ce que j'ai aimé dans les Tardy de Adèle Blanc-Sec ou de la guerre de 14-18 ou autre, je ne le retrouve absolument pas et je ne autant je vois ce qu'ils peuvent avoir en commun en termes de cruauté, d'une certaine brutalité à laquelle sont confrontés les personnages, mais pour moi, l'atmosphère est totalement différente et le rapprochement ne fonctionne pas. Pour moi, Manchette, c'est vraiment d'abord un, un style d'écriture et une manière de traiter les personnages et de les embarquer dans un espèce je sais pas exactement comment qualifier ça, mais de train désespéré lancé à toute vitesse où la plupart risquent d'y laisser leur peau. Voilà. En tout cas, c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé dans les BD de Tardy. Je comprends. C'était un peu effectivement une curiosité comme ça. J'aimerais bien, tu l'as évoqué assez rapidement, tu as parlé de Moby Dick il y a quelques minutes. Il était déjà présent dans les entretiens avec Sigolène Vincent, que j'ai fait, donc, qui est romancière, que j'ai fait il y a un mois ou quelque chose comme ça. Et on a vu que son univers était beaucoup lié au monde, euh, au monde maritime. Donc, du coup, c'était entre guillemets assez logique de le retrouver. Et je suis content aussi de le retrouver dans ta liste parce que du coup, ça permet aussi, moi, de faire des ponts d'un invité à l'autre. Euh, donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de Moby Dick? Alors, en quelques mots, qu'est-ce que je pourrais retenir de Moby Dick en dehors du récit proprement dit, des péripéties, de l'atmosphère qui sont complètement envoûtants et qui sont un modèle à la fois de récit, de jeu entre un récit pratiquement historique, en tout cas avec une multitude de détails documentaires, de scènes de chasse à la baleine. Euh, ce que je retiendrai, c'est l'irruption dans une réalité, pour le dire vite, cartésienne, c'est-à-dire la réalité des chasseurs de baleines qui sont capables de mesurer un danger, qui sont capables de l'affronter, qui lui opposent leur adresse, qui lui opposent leur endurance. L'irruption dans la réalité d'un monstre. On est vraiment là, on est dans dans ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler une histoire de monstre parfaite, qu'on peut avoir dans The Host de Bong Joon-ho par exemple, c'est-à-dire vraiment l'irruption de quelque chose qui échappe totalement aux règles de la réalité et qui renvoie une espèce de fièvre mystique avec avec cette quête insensée du capitaine Ahab
qui emmène ces hommes, on sait pas, ils ne savent pas où, euh, aux portes de la mort certainement. En tout cas, c'est vraiment ce qui soumet le réel à la plus grande épreuve, c'est-à-dire l'épreuve de la folie, de la mort, de la monstruosité, de tout ce qu'on veut et de l'incroyable. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un des romans qu'il raconte le mieux. Et avec, en même temps, un arrière-plan historique et documentaire que je trouve très, très beau et très passionnant. Et pour moi, c'est important de pouvoir marier les deux, c'est-à-dire si je peux me permettre un rapprochement avec ce que j'essaye de faire moi, par exemple, dans toute la beauté du monde, c'est-à-dire un contexte, un arrière-plan historique et en même temps des éléments de l'ordre du conte, de l'ordre de la fable, de l'ordre des histoires pour enfants qui contiennent toutes les craintes, qui contiennent toutes les angoisses de mort, qui font irruption dans une trame qui a priori évoque plutôt une trame classique, historique, documentaire, etc. Oui, c'est intéressant de comment réussir à tisser deux choses ensemble, mais qui du coup, ça revient, je trouve quasiment, ça revient aussi à ce que tu nous disais au début, hein, y compris sur Pierre et le loup et autres. Hein. C'est d'un côté l'histoire en elle-même qui peut être simple entre guillemets et tout ce qu'elle peut raconter au-delà et toutes les lectures qu'on peut en faire et tous les différents univers qui peuvent faire irruption à l'intérieur. Il y a une curiosité, entre guillemets, une curiosité pour moi, dans ta liste, c'est le livre de, Neil Gaiman que moi je connais, très, très peu à part de réputation. Ça s'appelle «L'étrange vie de Nobody Owens» et je voyais en préparant l'entretien ensemble que c'est un livre, enfin en tout cas en France, qui est sorti, dans une collection pour la jeunesse. Moi, il me semble que c'était plutôt un auteur que j'avais l'habitude de voir, plutôt chez les adultes. Du coup, j'aimerais bien que tu me le présentes. En plus, moi, c'est un genre que je connais peu, donc j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu ensemble. Alors pour moi, l'intérêt de Nobody Owens, c'est que Neil Gaiman, je pense qu'il appartient à vraiment une tradition de narrateurs anglo-saxons. Je vais dire ça de manière un peu générale, un peu évasive, mais en tout cas de grands narrateurs qui n'ont pas forcément de grandes prétentions stylistiques, mais qui sont de très grands raconteurs d'histoires, avec à la fois la modestie que ça sous-entend, la forme de classicisme que ça peut sous-entendre, et en même temps la puissance d'évocation que ça peut avoir aussi. Donc c'est un très grand scénariste qui a pu être adapté dans des séries. Euh, on peut dire que c'est un peu aussi un Alan Moore. Enfin, c'est vraiment un très grand conteur. Et Nobody Owens, effectivement, c'est plutôt pour les adolescents. En même temps, ça contient un univers qui est assez sombre, puisqu'il s'agit d'un enfant adopté par un cimetière et ses fantômes, Mmh. euh, par ses spectres même, on peut dire, parce qu'il n'y a pas de mièvrerie sur la question des fantômes. Il y a une vraie, il y a une vraie, comment dire, une vraie sensibilité qui est liée à la mort, à la disparition. Il y a plusieurs moments qui sont extrêmement émouvants là-dessus. Et donc, ce petit garçon va grandir au milieu de spectres, euh, va évidemment être de plus en plus attiré par le monde extérieur au cimetière et par va avoir envie d'avoir des relations avec l'extérieur, en particulier avec une petite fille qui vient en visite dans le cimetière pendant la journée avec ses parents, sachant que, bien sûr, le cimetière, lui, s'anime la nuit, Oui. quand les visiteurs sont partis. Et là aussi, on a vraiment une narration assez classique. En tout cas, l'univers
qui est vraiment l'univers du fantastique victorien. Il est extrêmement classique, mais Gaiman est capable de revisiter ces codes-là de manière formidable. Autant visuellement, je trouve que c'est des codes que, par exemple, Tim Burton a complètement essoré jusqu'à les rendre, jusqu'à les fatiguer vraiment beaucoup, quoi. En tout cas, les cimetières, les spirales, les arbres morts, les spectres, moi j'ai l'impression d'en avoir assez vu, en tout cas. Mais en tout cas, en littérature, ça continue à fonctionner, peut-être parce que on a encore une part d'imaginaire qu'on peut projeter sur l'écriture. Et Gaiman réussit vraiment à faire une histoire très très émouvante jusqu'à la dernière ligne, avec des hommages à Jack l'Éventreur, avec des hommages à Edgar Poe. Et enfin voilà, c'est vraiment un petit roman pour ado qui est super. Et qui contient là aussi, si on te suit, une grande richesse. Tu m'as cité également ce qui est là pour le coup un plus grand, si ce n'est un immense classique qui est Dune, et qui peut-être là on peut être rapproché aussi de la dimension, épopée, la dimension un petit peu mythique quand même dont on a parlé une ou 2 fois depuis le début de l'entretien. Pour, celles et ceux qui l'ont pas encore lu ou qui n'ont pas vu le film, est-ce que tu peux nous présenter un peu rapidement, Dune? Alors, présenter Rapidement, Dune, rapidement on a dit. rapidement. Présenter Dune, bah, c'est une fresque qui s'étend sur même des milliers d'années, puisque un de ses protagonistes va vivre, je sais plus exactement, mais 3000 ans, et va concerner donc un univers, ses règles, et la planète Dune, l'épice. Euh, mais bon, c'est pas tellement ça, moi, que j'en retiens, même si Mmh. j'ai relu l'entièreté encore il n'y a pas très longtemps, je crois au moment de la sortie du film. Euh, Ce que je retiens, c'est quand même beaucoup le premier tome ou les quelques premiers tomes, c'est-à-dire vraiment le roman d'initiation du jeune héros qui devient son passage à l'âge adulte et puis son, son, son entrée en religion, si on peut dire, c'est-à-dire ça, vraiment le moment où un personnage de roman d'aventure devient une sorte de héros mystique. Et ça m'avait extrêmement marqué quand j'étais adolescent, parce que je trouve qu'il y a quand même, enfin, il y a une très grande réflexion sur bon, les poncifs qu'on répète souvent sur Dune, c'est la relation au pouvoir qui est évidemment très bien décrite. Herbert a lui-même beaucoup raconté dans quel contexte il a écrit ça, et que c'était vraiment pour décrypter la manière dont le pouvoir peut devenir absolu et peut conduire un personnage à une sorte de folie et en faire un tyran, puisque c'est quand même ça le grand propos de Dune, si on devait peut-être le résumer en une phrase, c'est comment un héros devient un monstre tyrannique, tout en le sachant, tout en ayant conscience et en essayant de faire les choses les moins pires possibles, mais sans pouvoir l'empêcher du tout. Et donc c'est à la fois une relation au pouvoir, vraiment à la question primitive du pouvoir sur les autres, du pouvoir de prédation, du pouvoir de la dictature. Et c'est aussi des questions existentielles, des questions de croyances, des questions mystiques. Donc c'est un roman qui peut être parfois très bavard, oui, en tout cas encore plus bavard que moi. C'est-à-dire vraiment avec des longs passages méditatifs, d'introspection, mais que moi je trouve absolument fascinant. Voilà. Après, il y a aussi, en plus de tout ça, il y a les fameux personnages des Bene Gesserit,
des femmes qui sont manipulatrices, qui sont capables d'analyse, qui ont une capacité d'analyse absolument extraordinaire sur du comportement des autres et une capacité d'attraper les autres par quelques éléments liés à leurs gestes, leur voix. Et ça, quand on est ado, comme je l'étais quand je l'ai lu, c'est absolument fascinant. Et quand on découvre le monde adulte en lisant Dune, c'est vraiment quelque chose d'assez qui est à la fois un peu terrifiant parce que c'est comme quand on lit Machiavel. C'est un côté très machiavélique et assez, je sais pas si je vais dire cynique, mais en tout cas, c'est vraiment une vision du monde qui est quand même assez sombre, mais c'est très fascinant. Et d'une certaine façon, ça, comme d'autres livres qu'on a déjà évoqués, ça arme dans ce que tu as l'air de dire, ça arme ou ça aide vraiment à ça permet de décrypter le monde ou ça va de pair avec une façon de décrypter notre monde, y compris notre monde, même si là on est dans des univers très éloignés, sur, on pourrait dire, la nature humaine, d'une certaine façon. Là, comme tu as parlé, là, tu me dis, c'est des lectures, d'adolescence et cetera. Là aussi, en quelques mots, avant d'aborder un tout petit peu les essais, T'es quel, tu quel type de lecteur? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé dans tes lectures? Ça va par période, par rebond, par hasard absolu? Est-ce que tu as eu des moments, telle ou telle littérature avant de revenir à autre chose? C'est une petite curiosité comme ça? Euh, non, j'ai pas de programme de lecture. Je relis. Il m'arrive souvent de reprendre Faulkner. Il m'est arrivé de reprendre plusieurs fois Manchette. Euh, voilà. Après, c'est souvent en fonction des thématiques. Non, mais j'ai pas de programme particulier. OK. Alors il nous reste quelques minutes et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu on va mettre ça dans la catégorie des essais, un peu à gros traits. Tu m'as indiqué 3 livres, dont j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Je suis pas sûr que tu puisses les aborder ensemble, mais je peux te laisser le champ libre. Il y a, Robert Antelme avec, L'espèce humaine. Il y a Gilles Deleuze avec Mille plateaux dont on a parlé il y a quelque temps avec, notre invitée précédente qui était Christiane Geoffroy et il y a les mythologies de Roland Barthes, ce qui nous ramène à la mythologie dont on a déjà un petit peu parlé, même si c'est d'autres mythologies, hein, bien évidemment, mais ça nous ramène à ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y en a, 1 ou 2 là-dedans que tu veux nous présenter, peut-être, voir si quel lien il peut y avoir avec les choses qu'on a déjà abordées ensemble? C'est des sacrés bouquins. C'est très très difficile d'en parler. Je vais parler très rapidement, en tout cas, de la manière dont Deleuze et Barthes m'ont nourri. Ça a fait partie de mon apprentissage, que ce soit la sémiologie particulièrement, vraiment l'étude de l'image ou la réflexion de manière plus globale sur l'image et sur la narration. Ça fait vraiment partie de mes nourritures intellectuelles. J'imagine pas aujourd'hui écrire une histoire comme Toute la beauté du monde, par exemple, mais même des histoires plus légères, même à l'époque où j'écrivais Abigail Martini, par exemple, qui est beaucoup plus, qui sont des histoires plus légères et oui, plus légères, plus humoristiques. Mais j'imagine pas écrire une histoire sans que ce, cette, tout ce, toute cette nourriture intellectuelle ne se mette en route elle aussi, c'est-à-dire que le symbolisme, les les grands mouvements qui sont à l'œuvre au fond d'une histoire, qui sont pas forcément les éléments, comme on disait à propos de Pierre Leloup ou de l'histoire du soldat ou des contes en général, qui sont pas forcément les éléments qu'on lit au premier abord, les choses les plus simples. Pour moi, il y a toujours derrière des grands mouvements profonds qui sont liés à... j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça, mais
mais qui sont liées à le sentiment de vie, le sentiment de mort, le sentiment d'amour, ces choses-là. Et, euh, disons que j'ai besoin de réfléchir ça en même temps que je construis mon histoire. Et pour ça, Deleuze, par exemple, c'est marrant, je lisais Mille plateaux à l'époque aussi où je relisais Moby Dick et où Deleuze parle du champ lisse et du champ strié et parle de l'irruption dans un espace cartésien d'une variable, enfin, je sais plus quels sont ses termes à lui, mais d'une variable inconnue qui est capable de court-circuiter, de dynamiter tout ce que l'homme peut avoir mis au point pour, par exemple, cartographier un espace autour de lui. Donc, je voyais bien la puissance qu'il pouvait y avoir dans Moby Dick en écho aux réflexions que peuvent apporter Deleuze et Guattari, par exemple. C'est évidemment des choses qui se répondent. Les essais philosophiques et les fictions se répondent. Voilà. Donc, Oui, oui, et cette réflexion qu'on retrouve sur l'IRU, et dont je pense qu'on va reparler à propos de bande dessinée également la semaine prochaine, mais sur l'irruption de quelque chose, pour le résumer vraiment rapidement, mais de quelque chose d'imprévu ou qui pourrait être irréel dans un quotidien qui a l'air beaucoup plus normé et beaucoup plus prévisible, on va dire. Il y avait encore d'autres livres, mais on va devoir s'arrêter là. Peut-être qu'ils ressortiront la semaine prochaine. Je les indiquerai de toute façon, comme à chaque fois, sur la page de l'émission pour que vous puissiez voir quand même les autres livres dont on aurait pu parler. Mais comme tu l'as dit, tu es assez bavard, donc je sens bien qu'on aurait de toute façon pu parler encore bien longtemps, mais il faut laisser un peu de place pour les bandes dessinées, puis pour parler singulièrement de toute la beauté du monde. Je te propose donc qu'on passe à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour cette première partie ensemble. merci. C'était le 15e épisode de Constellation de papier, un épisode enregistré à Marseille et à distance, ce qui devient malheureusement une habitude, le 9 mai, puis monté et mixé le 14. Il y a à peine plus d'un an, paraissait aux éditions du Sonneur un magnifique roman de Laurine Roux, L'autre moitié du monde, dont le titre et le sujet font écho à la bande dessinée de Thomas Azuelos. Cette histoire poignante et déchirante d'hommes et surtout de femmes qui triment et luttent dans la chaleur étouffante des rizières de l'Èbre et la colère sociale de l'Espagne des années 30, vient de sortir en poche. Ce serait dommage de ne pas en profiter. De vous à moi, j'ai adoré cet entretien et les 2 épisodes qui en découlent. Merci de m'aider à leur donner toute la visibilité qu'ils méritent, dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. À bientôt!